Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais aborder avec vous la perversion narcissique comme trouble de la personnalité. Et également, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes perverses narcissiques? Alors, la première question, donc, c'est d'envisager, est-ce qu'on peut envisager la perversion narcissique comme un trouble de la personnalité? Oui, c'est très important de distinguer une liste finalement de comportements qui peuvent avoir affaire à d'autres types de personnalités qu'un dysfonctionnement global de la personnalité. On peut voilà, repérer une série de critères qui pourraient être des indices, on va dire plutôt des indices, mais qui ne vont en rien nous permettre d'être sûrs qu'on a affaire à un trouble de la personnalité perverse narcissique. Donc, je vais plutôt vous décrire un dysfonctionnement global, et chez les pervers narcissiques, ce dysfonctionnement, il apparaît surtout à travers un dysfonctionnement relationnel. Donc, c'est dans la relation, finalement, que le pervers narcissique exprime le plus sa pathologie. Pourquoi? Parce que c'est un prédateur et cette prédation, elle s'exerce à travers la relation à l'autre. Prédation de ses ressources psychologiques, physiques, intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, relationnelles. Et donc, la prédation, elle se fait par des attaques narcissiques, des attaques à l'identité de l'autre. Ça, c'est commun aux pervers narcissiques, hommes ou femmes. C'est cette attaque de l'identité à travers des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, des violences verbales, des violences parfois sexuelles ou économiques. Et donc, la prédation se traduit dans la relation par une forme d'emprise, l'emprise qui est une forme de domination. La domination est présente aussi bien chez l'homme que chez la femme pervers narcissique. Et donc la domination, elle se fait par un rapport de force, on va dire, et ce rapport de force se traduit à travers ces violences. Mais au départ, évidemment, c'est par la séduction narcissique que l'homme ou la femme pervers narcissique essaye de mettre l'autre sous emprise. Cette séduction, elle peut être différente chez l'homme ou chez la femme perverse narcissique. Chez l'homme, ça va être plutôt par des attributs de pouvoir tels que la force, le statut social, puisqu'on est dans une société très patriarcale, où finalement il y a vraiment un culte de la virilité qui passe par la violence et la force. Eh bien, l'homme va utiliser finalement ses avantages pour se mettre en valeur. Chez la femme, qui depuis des siècles finalement a appris à vivre dans l'ombre de l'homme, eh bien ça se traduira justement par une façon d'agir dans l'ombre, dans le dos de la victime, et ça ne sera pas si apparent que chez l'homme. Donc elle va plutôt utiliser par exemple ses relations, favoriser la confidence, favoriser une écoute finalement qui va permettre à l'autre de se croire compris, de se croire entendu et vu. Ce qui peut être souvent une faille chez les victimes, une faille narcissique qui finalement est commune aux pervers narcissiques et à sa proie. Et donc, les femmes dans notre culture ont plus de facilité à communiquer, à favoriser la confidence. Et donc, la femme perverse narcissique va plutôt utiliser ce moyen pour attirer, séduire et mettre sous emprise. Elle peut aussi utiliser ses atouts de beauté physique, sa présentation physique, son apparence, et donc ça peut aussi être une différence. Une fois que la séduction est exercée, elle peut alors passer à l'appropriation de l'identité de l'autre. Et donc, cette appropriation, eh bien, elle se fait dans la rapidité. Ça, c'est commun aux hommes et aux femmes perverses narcissiques. C'est en étant très rapide, en ne donnant pas le temps à la victime d'analyser ce qui se passe, que l'homme et la femme pervers narcissiques peuvent s'approprier
l'identité de l'autre. Donc c'est une façon d'amener la victime à s'engager rapidement, et donc ça passe par une fréquentation vraiment assidue au départ, qui peut encore plus donner à la victime le sentiment qu'elle est reconnue, alors que ce n'est que de la manipulation. Ça, c'est commun à l'homme comme à la femme pervers narcissique, cette rapidité dans l'action, et qui passe par une sorte d'hypnose, on va dire, verbale, une hypnose verbale. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques des pervers narcissiques, hommes et femmes. C'est cette forme de persuasion, persuadée par le langage. Leur arme, c'est le langage. Et cette persuasion est très hypnotique. Ce sont des affirmations très péremptoires, des phrases toutes faites qui peuvent séduire en donnant le sentiment que l'homme ou la femme pervers narcissique sont très sûrs d'eux. Et donc, en effet, il y a une sorte de surestimation de soi qui est présente chez l'homme et chez la femme perverse narcissique. Et on peut dire à ce sujet-là qu'il s'agit d'une pathologie du narcissisme, puisqu'il y aurait un narcissisme sain qui consiste à avoir une juste estime de soi. J'ai appelé ça dans mon premier livre, Les violences du pouvoir, un narcissisme créateur qui permet finalement à la personne d'avoir son propre avis sur les choses et de créer avec sa pensée, d'innover. C'est une pensée créatrice à partir de sa perception du monde, et cette perception du monde, elle est relative. Et la personne qui a un fonctionnement sain va considérer, bien sûr, que son avis est relatif, ce qui n'est pas le cas de l'homme et de la femme perverse narcissique, puisque pour eux, leur point de vue est le seul point de vue qui est bon. Ils ont toujours raison, homme ou femme. Et donc, cette façon de voir les amène à agir un peu comme des gourous. Donc, hommes et femmes, ça c'est commun. Ils savent la vérité, ils savent ce qui est bon pour l'autre. Et c'est ça qui rend leur personnalité très attractive pour des personnes qui n'ont pas justement suffisamment de confiance en elles, d'estime d'elles. C'est cette capacité vraiment à se surestimer, à croire qu'ils ont la vérité infuse et même parfois qu'ils se prennent pour Dieu. Et donc ça c'est commun aux hommes et aux femmes perverses narcissiques. Donc, une fois que cette persuasion est mise en action, c'est très facile pour l'homme et la femme pervers narcissique d'envahir le psychisme de l'autre et même d'être présent dans l'esprit de l'autre, qu'il soit là ou pas. Et donc, cette capacité à être présent dans le psychisme de l'autre est liée à cette phase-là de la relation, à leur capacité à hypnotiser et à séduire par le langage. Et donc l'envahissement aussi physique, la proximité physique, le nombre de contacts, de SMS contribue bien sûr aussi à cet envahissement et à cette appropriation du psychisme de l'autre. On peut quand même observer déjà très tôt dans la relation une absence d'empathie, une froideur émotionnelle qui est commune à l'homme et à la femme perverse narcissique. Chez tous les deux, il y a cette anesthésie émotionnelle qui est liée à leur traumatisme passé. Ils ont survécu finalement à des traumatismes de leur enfance, en s'anesthésiant corporellement, et ça les rend finalement insensibles. Ils n'ont pas de capacité à se mettre à la place de l'autre, à essayer de le comprendre, à ressentir ce que l'autre ressent. Et cette absence d'empathie les rend très durs, très intolérants par rapport à la souffrance de l'autre, et bien sûr, ils nient leur propre souffrance. Donc ça, c'est commun également aux deux. L'insatisfaction chronique, elle est présente chez tous les deux.
Donc c'est une incapacité finalement à ressentir la satisfaction, puisque cette satisfaction, elle est présente dans le corps, et l'homme ou la femme pervers narcissique sont coupés de leur corps, donc sont anesthésiés émotionnellement, et donc ils n'ont pas la capacité à ressentir du plaisir, du bien-être. Ils ne peuvent pas être heureux avec l'autre, partager vraiment un bon moment au niveau émotionnel et ressentir la satisfaction d'être ensemble. On pourrait même dire que chez l'homme comme chez la femme pervers narcissique, il y a une sorte de phobie de la proximité, phobie qui s'explique par le fait qu'ils ont vécu dans leur enfance des violences psychologiques, verbales, surtout l'humiliation qui est commune aux deux, et des humiliations finalement qui les ont poussés à se couper, à se geler émotionnellement, à se couper de leur corps, et qui peuvent aller, des humiliations qui peuvent aller jusqu'à l'humiliation sexuelle. Donc chez un certain nombre d'hommes et de femmes pervers narcissiques, on a pu observer des abus dans l'enfance, abus narcissiques, abus sexuels de la part d'un des parents ou parfois de l'entourage proche. Et donc, ces abus ont conditionné chez l'homme et chez la femme perverse narcissique cette phobie de la proximité. Ils mettent à distance l'autre, et donc cette mise à distance est une protection qui vient de leur enfance. Ils se protègent de toute vulnérabilité, de toute sensibilité, de toute proximité, car ça peut réactiver chez eux les traumatismes de l'enfance. Et donc, comment peuvent-ils mettre à distance? Eh bien, par cette attitude de toute puissance narcissique qui leur donne ce sentiment de supériorité, ce sentiment que tout leur est dû, et que donc ils peuvent mépriser le commun des mortels. Et donc ça, c'est commun aussi à l'homme et à la femme perverse narcissique. C'est cette capacité à mettre à distance et donc à humilier, dominer, sans avoir de culpabilité ou de remords. Et donc ça se fait par un dénigrement insidieux, un dénigrement de la personne. Tu es bête, tu es nul, tu n'es pas capable. Donc ces dénigrements répétés forment une sorte de harcèlement moral qui va croissant avec le temps. Et ça aussi, c'est commun à l'homme ou à la femme perverse narcissique. Mais la femme perverse narcissique va plutôt avoir tendance à dénigrer dans le dos, à recourir à des tiers, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Donc en dénigrant dans le dos, elle peut rendre son partenaire ou en tout cas sa cible jaloux. Et cette jalousie contribue évidemment au mécanisme de l'emprise. Donc le dénigrement est commun, mais la stratégie pour dominer varie chez l'homme ou chez la femme perverse narcissique. Donc le dénigrement est là. Avec le dénigrement, il y a d'autres formes de violence comme la culpabilisation, la tendance à minimiser sa propre violence, à dramatiser les erreurs de l'autre. On peut repérer aussi comme forme de violence l'insulte, la capacité à se faire absent, à mettre l'autre finalement en attente par des silences culpabilisants, boudeurs, qui ne permettent pas finalement à la victime de comprendre ce qui lui arrive, à se remettre trop vite en question. Et donc, toutes ces formes de violence contribuent à affaiblir la victime et à renforcer l'ego surdimensionné de l'homme ou de la femme perverse narcissique. Et donc, on repère aussi durant l'emprise une incapacité à aider l'autre. Ces personnalités ne sont pas du tout altruistes, même si en apparence, elles peuvent donner l'apparence de vouloir aider, d'afficher des valeurs, des croyances, une tendance à avoir comme référence des activités altruistes, mais finalement, c'est une façon de se faire valoir, c'est une stratégie et en aucun cas, il n'y a une volonté réelle d'aider autrui.
Dans ce rapport de domination, l'homme et la femme pervers narcissiques veulent isoler la victime. Et donc, cette capacité à isoler, elle passe évidemment par toutes ces stratégies de manipulation qu'on peut observer chez les pervers narcissiques. Ils sont à la fois dominateurs, mais aussi très manipulateurs. Donc, dans les stratégies de manipulation, on peut surtout remarquer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la triangulation, utiliser un tiers pour dénigrer l'autre, la famille, les amis, etc. On repère aussi les messages paradoxaux qu'on appelle aussi gaslighting, c'est-à-dire finalement cette association de messages contradictoires au niveau verbal ou non verbal et qui rendent la victime confuse. Et donc là, c'est une stratégie de manipulation très fréquente dans la relation du pervers narcissique à sa proie, homme ou femme, parce qu'il permet, c'est une stratégie qui permet de rendre la personne confuse et donc manipulable. On a aussi la tendance à souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire des phases qui peuvent parfois durer longtemps, hein, de lune de miel, qui sont suivies vraiment de douches froides. Et donc, vraiment, c'est très contradictoire. La victime ne sait plus ce qu'elle doit en penser. Donc l'égocentrisme forcené est présent chez tous les deux, la culpabilisation également, la capacité à s'excuser commune aux deux, hommes et femmes, sauf par stratégie. Le déni, c'est présent chez l'homme comme chez la femme, déni de ses responsabilités, déni de la souffrance de l'autre, déni des règles, déni de la loi. Donc toutes ces formes de déni ont aidé l'homme et la femme perverse narcissiques à survivre aux blessures de leur passé en niant la souffrance et en finalement faisant souffrir les autres à travers leur violence. Le double jeu, donc il est présent dans cette tendance à souffler le chaud et le froid, et donc ils sont à la fois séducteurs et destructeurs, par moments séducteurs, par moments destructeurs. Ils alternent ce comportement pour rendre l'autre confus. Et donc, ça, c'est présent aussi bien chez l'homme que chez la femme perverse narcissique. L'obsession de l'image sociale, ça, c'est vraiment une des caractéristiques flagrantes des pervers narcissiques. Ils donnent toujours une apparence parfaite en public. Et c'est en privé qu'ils exercent leur violence, ou en tout cas entre quatre yeux, comme on dit. Donc, ils ne se dévoileront jamais en public devant des témoins. Cette obsession de l'image sociale est liée au fait qu'ils veulent à tout prix renforcer leur sentiment de toute puissance, ou en tout cas le préserver, acquérir de plus en plus de pouvoir, et donc chacun à sa façon. Et l'homme, ce sera surtout par ses attributs de pouvoir viril, son statut, et la femme, plus à travers ses jeux de séduction relationnelle. Et voilà, c'est une autre façon plus subtile, on va dire, de mettre sous emprise. On a cette caractéristique qui est très importante chez les pervers narcissiques, c'est la maîtrise de l'art de savoir jusqu'où ils peuvent aller dans la destruction. Et là, c'est commun à l'homme comme à la femme pervers narcissique. Donc, c'est de sentir à un moment donné, quand la victime prend un peu de recul, eh bien, de nouveau devenir séducteur, mielleux, très présent, alors qu'ils peuvent, pendant la relation d'emprise, finalement, ne donner que des miettes et rendre ainsi l'autre addict, rendre l'autre jaloux par tous ces phénomènes de triangulation où finalement ils séduisent toute une série de personnes qui gravitent autour d'eux et qui sont toujours finalement en train d'attendre ce qu'ils ont cru qu'ils allaient recevoir durant la phase de séduction. Donc la psychorigidité, eh bien ça c'est vraiment une des caractéristiques des hommes et des femmes pervers narcissiques,
cette tendance disciplinaire, très contrôlante, qui vient finalement d'une fixation au stade anal. Le stade anal, c'est vraiment le contrôle des sphincters, et donc dans cette phase anale, eh bien, il y a un rapport de force entre le parent et l'enfant, mais ça permet à l'enfant de s'affirmer. Eh bien, chez le pervers narcissique, c'est vraiment une fixation à ce stade qui fait que ils sont constamment dans le contrôle, dans un état de combat avec l'autre, et c'est une forme d'excitation chez eux qui reproduit l'excitation vécue au moment de l'abus dans l'enfance, mais qui est tout à fait inconsciente. Ils ne peuvent pas vivre sans cette excitation interne qui est une sorte de rush d'adrénaline, et c'est avec cette adrénaline finalement qu'ils survivent toujours dans l'état de combat. Ils ne lâchent jamais les armes, toujours en hypervigilance pour contrôler. On a aussi une des caractéristiques des pervers narcissiques, c'est l'incapacité à supporter le bien-être, la joie d'autrui. Donc ils sapent le moral, ils sapent l'enthousiasme de l'autre parce qu'ils sont justement anesthésiés, et donc il y a cette incapacité à supporter le bien-être parce qu'ils n'ont pas cette capacité, et donc finalement la victime peut voir cette capacité à la joie, au bien-être, comme une des ressources qui fait qu'un pervers narcissique peut aller vers elle et s'approprier cette ressource. On a l'inversion des rôles qui est très présente chez les pervers narcissiques hommes et femmes. Cette inversion des rôles qui est présente dans le fait que hommes et femmes peuvent jouer les victimes. Ils jouent les victimes en se faisant passer pour finalement l'objet de violence. Par exemple, il pousse à bout la victime, et ça c'est très souvent privé, et puis au moment où il y a un témoin, tout à coup, malheureusement, on va dire, la victime ose s'affirmer, et c'est à ce moment-là que l'homme ou la femme perverse narcissique va pointer du doigt sa réaction comme étant de la violence. Et parfois, bien sûr, la victime poussée à bout peut être violente, et c'est malheureusement ça qui fait qu'il y a cette inversion très présente dans la relation du pervers narcissique à sa proie. Cette inversion peut être aussi présente dans la relation du parent pervers narcissique avec son enfant, homme ou femme. Donc c'est cette tendance à finalement utiliser l'enfant, l'instrumentaliser pour satisfaire ses besoins narcissiques, utiliser l'enfant comme faire-valoir. Et quand l'enfant est utilisé comme faire-valoir, finalement, il est un objet. Donc l'enfant d'un pervers narcissique est traité comme un objet, de la même manière que le partenaire ou la partenaire de la perverse narcissique. Donc les messages paradoxaux, ça je vous en ai parlé. Et enfin, le soulagement morbide, avoir l'autre au plus bas, c'est présent chez tous les deux, hommes et femmes. Donc c'est une tendance perverse, on va dire, dans leur personnalité, à jouir de la destruction de l'autre, qui est lié à ce besoin de faire souffrir l'autre pour survivre. Donc c'est une forme de vengeance. Le pervers narcissique, homme ou femme, est dans un désir de vengeance qui vient de ces abus de l'enfance et de l'incapacité finalement à se libérer de ces abus, et de vouloir exercer inconsciemment des représailles sur autrui en ayant vécu ce type d'abus. Et puis c'est aussi une façon de ne pas ressentir, c'est d'injecter dans la victime la souffrance, la jalousie, la culpabilité, la tristesse qu'ils ne veulent pas ressentir, et puis toutes les peurs, les terreurs de l'enfance. Tout ça est injecté dans la victime, et donc ça c'est commun à l'homme ou à la femme pervers narcissique. Donc que peut-on encore repérer comme différence? Eh bien c'est au niveau peut-être de la relation à l'enfant. La femme perverse narcissique peut s'accaparer le psychisme de l'enfant très tôt, puisque dans les premiers moments de la relation parent-enfant, bien la femme en tant que mère s'occupe des premiers soins, et ça peut être là qu'elle marque son empreinte finalement dans les premiers soins. C'est d'envahir, d'être intrusive dans la relation au bébé,
Et donc cette intrusion finalement peut laisser des traces beaucoup plus profondes chez le bébé parce qu'il y a cette emprise dès les premiers instants dans l'enfance. Et donc à travers les soins, que ce soit les soins, la toilette, le repas, etc. Tout cela est mis sous contrôle et l'objet du contrôle de la mère perverse narcissique, de sorte que finalement elle peut dominer le petit enfant très tôt. Et puis il va avec ça une sorte de séduction narcissique où elle accapare l'enfant à travers les premiers soins. Cette séduction narcissique fait que finalement, elle va idéaliser le bébé comme le bébé l'idéalise, et ce rapport d'idéalisation réciproque eh bien, les met dans une sorte de bulle dont l'enfant a du mal à sortir, puisque c'est très confortable, cette idéalisation, et les enfants, naturellement, idéalisent, et c'est nécessaire, leurs parents, mais à un moment donné, doivent sortir de cette idéalisation, qui est une forme de toute puissance, finalement, pour découvrir le monde et faire l'expérience de la frustration. Et c'est ce que la mère perverse narcissique va empêcher, de manière à contrôler parfois toute la vie son enfant. Et donc, la sortie de la bulle quand la mère perverse narcissique a une emprise très forte est très difficile chez un enfant, et ça demande l'intervention du tiers. Mais si le père n'arrive pas à s'affirmer, si le père est sous emprise, si le père est déprimé, épuisé par les violences récurrentes, ou tout simplement absent, eh bien cette bulle narcissique va se renforcer avec le temps, avec les années, et faire que l'enfant peut entrer dans un phénomène d'identification à l'agresseur, parce qu'il y trouve finalement beaucoup d'avantages dans cette séduction, qui est le syndrome de Stockholm, donc quand finalement une victime sympathise avec son agresseur pour ainsi être épargnée, survivre aux violences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté une meilleure compréhension de la différence hommes et femmes pervers narcissiques, des points communs. Et donc si vous avez aimé, eh bien, vous pouvez mettre un like sous la vidéo. À bientôt!